Un tournant décisif dans la guerre. Des génies ukrainiens ont créé l'arme fatale. Le bunker de Poutine sera ouvert comme une boîte de conserve. L'industrie ukrainienne a sorti un monstre qui rasera la place rouge. Le monde est stupéfait par la force que Kiev prépare pour le coup final. C'est plus puissant et plus fort que les HIMARS. Choc. La Russie part en vrille. Chaos sanglant dans les rues. Le Kremlin n'est plus maître de la capitale. Rafle, pogrom. Le massacre entre Russes et non-Russes s'intensifie. En ce moment, le héros Madiar a pénétré loin derrière les lignes russes. La chaîne de la mort détruit tout sur son passage. Robert Brody a sorti un joker mortel. Poutine n'a pas de réponse. Ce qui s'est passé a mis en alerte tout l'état-major russe. Tournant historique, le point d'acier de l'Ukraine et de Bruxelles se resserre sur Poutine. Pendant que Washington hésite, l'Europe prend la tête et Kiev devient le bouclier du continent. Tout cela à suivre dans notre édition. Point chaud. Sensation, les HIMARS peuvent aller se rhabiller. Des ingénieurs ukrainiens ont créé une arme monstrueuse qui rayera le Kremlin de la carte. Le bunker de Poutine ne le sauvera plus. Nos usines ont lancé la chaîne de la vengeance qui tourne à plein régime. Le monde est stupéfait par l'incroyable développement de l'industrie de défense ukrainienne. Voici les détails. Production de masse de drones d'attaque et de reconnaissance, de drones marins, d'artillerie et de missiles. Tout cela a transformé l'Ukraine d'importateur d'armes en un véritable producteur d'armement moderne. L'Ukraine lance la production en série de son premier missile balistique. L'Ukraine développe un système de missiles universels basé sur le principe des HIMARS. L'Ukraine a lancé la production en série de drones intercepteurs Octopus. Une entreprise ukrainienne a mis au point des systèmes robotisés terrestres avec un module de guerre électronique. La défense ukrainienne a fait un bond qui semblait impossible il y a encore quelques années. L'Ukraine, depuis 2022, a fait preuve d'un niveau véritablement exceptionnel de créativité et d'ingéniosité qu'aucun pays partenaire ne l'aurait jamais imaginé auparavant. Nous avons montré à quel point nous pouvons être inventifs pour dominer la mer, sans avoir de flotte ni de flottille, tout en assurant le contrôle total de la mer Noire grâce aux drones marins. Aujourd'hui, la longue portée est devenue la priorité et les drones de divers types sont la base de l'industrie de défense. C'est précisément là-dessus que l'Ukraine mise tout. 110 milliards pour les drones. L'Ukraine a triplé sa production. C'est grâce aux drones que l'Ukraine compense le manque de missiles et atteint la parité aérienne avec la Russie. En fait, pour l'instant, les drones sont le moyen de frappe dominant, même pour les attaques à longue distance. C'est-à-dire que les drones à longue portée, les drones de longue distance restent dominants. Et les comparer aux missiles ou à d'autres moyens de frappe, eh bien, ce n'est pas tout à fait juste ni équitable pour le moment. Dès que nous lancerons la production de masse en série d'armement de missiles, la situation changera radicalement. C'est un tournant majeur dans cette guerre. La Russie n'a plus le monopole technologique, même dans les airs. Et n'oublions pas la mer, que l'Ukraine peut contrôler même sans flotte de guerre. Tout cela grâce au système de drones maritimes. L'usage du Magura a causé à la flotte russe plus de 500 millions de dollars de pertes selon les estimations du renseignement ukrainien. Avec d'autres plateformes, comme le Sea Baby, cela a compliqué la présence et le basculement de l'ennemi en mer Noire. Le 20 décembre 2025, l'Ukraine et le Portugal ont signé un accord de partenariat pour produire des drones marins. C'est un autre changement très significatif. Aujourd'hui, les partenaires ne livrent plus seulement des armes, ils lancent des productions conjointes. L'Ukraine et le Portugal ont convenu d'une production commune de drones maritimes. La plus grande entreprise de défense tchèque lance la production de munitions en Ukraine. L'Ukraine et le Royaume-Uni vont produire des drones intercepteurs pour lutter contre les Shahed. Mais revenons aux capacités de longue portée. Les drones ne sont pas le seul atout dans ce domaine. Un autre axe majeur est le programme de missiles. Il s'agit bien sûr du célèbre Neptune qui, après modernisation, est passé de missiles anti-navires ayant coulé le Moskva à un missile longue portée pour cible terrestre. C'était, je pense, l'une des présentations que nous attendions depuis si longtemps, le Neptune longue portée. C'est un missile de haute technologie utilisé pour des frappes chirurgicales de précision. Mais l'arsenal de missiles ukrainiens est bien plus vaste et, comme l'a dit le président en décembre 2025, il est déjà utilisé. Pour être franc, l'Ukraine utilise déjà des missiles de croisière aujourd'hui. Les Neptunes longue portée, le Palianitsia, le Flamingo et le Sapsan. Honnêtement, nous avons commencé. C'est le bras armé de l'Ukraine. On parle peu de ces systèmes, mais leur existence change les calculs de l'ennemi.
Moins de publicité, mais beaucoup plus de résultats. Il y a aussi des résultats dans la production de mortiers et d'artillerie. Mais il ne s'agit pas seulement de munitions. L'Ukraine produit aujourd'hui plus de systèmes d'artillerie automoteur, 2 S-22 Bodana par an, que la société française Nexter ne produit de César. Ce sont parmi les premiers canons automoteurs sur châssis à roues que nous avons reçus de nos partenaires en 2022, le César. En fait, l'Ukraine a produit l'an dernier plus d'artillerie automotrice sur roues que ce qui a été produit en un an dans le monde entier. Pas seulement en France, mais dans le monde entier. Et l'industrie de défense ukrainienne n'a pas l'intention de s'arrêter ou de ralentir. C'est pourquoi l'Ukraine et ses partenaires continueront de développer des projets de défense. L'Ukraine et la Pologne modernisent ensemble les MiG-29 que la partie polonaise va livrer. Ligne de drones, défense aérienne et aviation. L'Ukraine approfondit sa coopération en matière de défense avec les Pays-Bas. La France a annoncé un renforcement de sa coopération avec l'Ukraine dans le domaine des drones. De plus, le ministre ukrainien de la Défense, Mikhailo Fedorov, annonce de nouveaux développements. Par exemple, un équivalent ukrainien des drones de reconnaissance de type DJI Mavic et du Molnia russe. Et bien sûr, pour renforcer sa défense, le ministère continue de numériser le front et déploie un nouveau système de gestion des drones. Ce ne sont pas des essais isolés, mais un travail systématique de l'industrie de la défense. Depuis le début de la guerre, le complexe militaro-industriel ukrainien a appris l'essentiel, réagir vite aux défis du terrain. Chaque année, l'Ukraine surprend par ses inventions et innovations, changeant d'une certaine manière les règles de la guerre, et pas seulement chez elle, mais aussi les règles de la guerre et de la conduite des hostilités en général au niveau mondial. Le complexe militaro-industriel ukrainien ne survit plus, il se développe. La défense est devenue systématique, technologique et d'envergure. Cela signifie une chose, l'Ukraine n'arrive jamais les mains vides aux négociations, mais avec des armes qu'elle peut fabriquer elle-même. Choc, la Russie s'est embrasée et une chasse à l'homme sanglante a commencé. Rafles, pogroms, chaos dans les rues. La communauté russe a pris le pouvoir. Le Kremlin ne contrôle plus la situation. Le pouvoir des partisans du monde russe grandit sans aucune sanction. Le chaos s'intensifie. Voici les détails. En Russie, on cherche à nouveau des ennemis. Cette fois, pas au loin, mais dans les cours, sur les marchés et les chantiers. Migrants, non russes et ainsi de suite. Attendez, filmez ça. Franchement, c'est quoi exactement cette histoire de papier, là? Est-ce qu'il a frappé quelqu'un? Il n'a frappé personne, il n'a rien fait. Des vidéos de rafles et de bagarres de rue apparaissent sur Internet, presque tous les jours. Les choses vont de mal en pis en Russie, il faut donc trouver des coupables. Les premiers coupables sont, bien sûr, l'Ukraine, l'Europe, l'OTAN et tous les autres qui attaquent la Russie. Mais nous le savons bien, ils ont tous attaqué la Russie et la Russie se bat contre eux. Mais cela ne suffit pas, il nous faut aussi trouver des ennemis de l'intérieur. Il y a bien sûr l'opposition libérale, les agents de l'étranger, mais la plupart sont déjà partis. Les militants associatifs jouent un rôle particulier dans tout cela. Par exemple, ce qu'on appelle la communauté russe. Ils appellent cela le rétablissement de l'ordre. La communauté russe, ce sont juste des gens ordinaires, juste des travailleurs russes normaux qui bossent en entreprise la journée et le soir sur leur temps libre. Ils se rassemblent parfois simplement pour maintenir l'ordre public dans les rues, car il n'y a pas assez de policiers. Mais le plus souvent, ces raids ressemblent à une chasse à ceux qui sont différents et qui parlent avec un accent. Récemment, nous avons publié une vidéo. Un nationaliste russe insulte un musulman. Tu es un esclave russe. Il s'est avéré que cet homme fait partie de la communauté russe. Mais dès que la communauté a su que leurs membres étaient recherchés, ils ont annoncé qu'ils cherchèrent le gars qui voulait défendre son frère. La communauté russe a lancé une chasse à l'homme contre moi. Mais d'où ces soi-disant gardiens de l'ordre tirent-ils autant de pouvoir? C'est autorisé pour l'instant. En fait, les autorités pensent que c'est simplement un moyen assez pratique et efficace de canaliser le mécontentement, de permettre de lâcher un peu la pression. Et c'est rare. Mais au fait, peu importe que vous veniez d'Inde ou que vous soyez de Bachkirie, de Tchétchénie ou du Tatarstan. Tout le monde ressent cette pression. Maintenant, ils s'en prennent ouvertement aux Tchétchènes. D'abord les raids, maintenant le feu.
Le café Cuisine Tchétchène 95 à Ramenskoï a été réduit en cendres. La vidéo montre le moment de l'incendie criminel. Les propriétaires sont clairs, c'est l'œuvre de la communauté russe, de ceux qui oppriment les musulmans depuis longtemps. C'est, vous savez, quelque chose qui se passe de façon totalement subconsciente. Oui, c'est vraiment la peur des autres, la peur des personnes, des gens qui ne leur ressemblent pas, qui sont différents d'eux. Pourtant, nous vivons aujourd'hui, au XXIe siècle, une ère que l'on considère comme éclairée et avancée, et voir encore de telles choses, des comportements ou des attitudes qui auraient normalement dû cesser au XXe siècle, voire même avant, c'est vraiment surprenant. Qu'est-ce que cela nous dit ? Cela nous dit que la Russie d'aujourd'hui a sombré dans un profond, je dirais même en partie, Moyen-Âge. Et ce qui est important, c'est que la rhétorique sur les migrants ne vient pas seulement du peuple, mais aussi des députés. Mais le pouvoir a ouvert les portes au remplacement de la population pour que des millions de gens viennent ici. Puis des millions d'autres, qui finiront par se multiplier ici pour devenir des dizaines de millions, occupant tout l'espace vital. Comme disait le sénateur Klichas, vivre non pas avec nous, mais à notre place. Et c'est là qu'est le paradoxe. Alors qu'on agite la menace des migrants à la télé, l'économie ne peut tout simplement pas fonctionner sans eux. Que faire ? Il n'y a plus personne pour travailler. Ils ont tous été tués à la guerre. Alors qui va travailler ? Alors oui, bien sûr, ils font venir des migrants, les uns après les autres. Ils en faisaient venir d'Asie centrale, maintenant ils vont en faire venir d'Inde. Je suppose que c'est parce que c'est quelque chose de nouveau, d'inhabituel. De plus, le nombre de migrants va encore augmenter, car la Russie a aussi conclu un accord pour faire venir de la main-d'œuvre d'Afghanistan, et peu importe que cela plaise ou non aux Russes. Est-ce sans danger pour le pays ? C'est juste une question de profit. Le mépris de toutes les règles, et surtout de sa propre population, fait que personne ne compte se soucier d'elle. Mais il faut travailler, alors que faire ? On va importer ceux qui nous coûteront le moins cher. Pas parce que c'est bien ou mal, mais simplement pour ce qui nous coûtera le moins cher. Et bien sûr, le pauvre Afghanistan, où les gens vivent vraiment dans une grande misère, sans doute que faire venir des travailleurs de là-bas est peu coûteux. Au final, la Russie vit sous un régime étrange. Il cherche des ennemis à l'étranger tout en attisant les conflits à l'intérieur du pays. Tous ceux qui ne correspondent pas à l'image du bon russe sont pris pour cible. Et cela ne concerne pas que les migrants, mais aussi les peuples non russes de Russie. Ce mépris total pour sa propre population, ce mépris des lois et le fait de monter les gens les uns contre les autres, tout cela finira très, très mal pour le pouvoir actuel. Mais vous savez, ce qui est mauvais pour le pouvoir actuel est probablement une bonne chose. La colère de Madiar s'abat sur le Kremlin, le cauchemar des occupants devient réalité. Robert Brovdi lance une usine de mort à l'arrière de la Fédération de Russie. Le joker de l'Ukraine part en chasse, la vengeance de Madiar ne connaît aucune limite. Ce qui a été frappé a mis toute la Russie en état d'alerte. Détail dans le reportage. La chasse continue, les forces ukrainiennes ne laissent aucun répit aux soldats de Poutine. Les forces de système de drones, avec d'autres unités de défense, ont transformé l'usage des drones en une véritable usine quotidienne de destruction des ressources ennemies. Les forces de système de drones sont, en un sens, une unité révolutionnaire, une nouvelle branche de l'armée qui n'existe pratiquement nulle part ailleurs, sauf peut-être à un stade embryonnaire en Russie ou en Chine. C'est une branche unique qui définit les tendances actuelles et je pense qu'elle servira d'exemple à l'avenir pour les plus grandes armées du monde, comme celle des États-Unis, de l'OTAN et bien d'autres. Rien que durant les 20 premiers jours d'avril, les unités ont neutralisé 18 sites de défense aérienne ennemis dans les territoires occupés. Les dernières cibles étaient des stations radars du système S-350 Vityaz et le système de missiles antiaériens Tor-M 2KM. La destruction systématique de la défense aérienne ennemie ouvre la voie aux drones ukrainiens vers des sites stratégiques au cœur de la Russie. Par exemple, suite aux frappes sur les infrastructures pétrolières, la Russie perd chaque jour environ 100 millions de dollars de revenus. C'est ce qu'a annoncé le commandant des forces de système de drones des forces armées ukrainiennes, Robert Brovdi, alias Magyar. En fait, $1 million, $10 millions, des centaines de millions de dollars,
toutes ces pertes comptent. Elles n'alimentent pas le budget russe, elles ne servent pas à l'achat de nouvelles armes ou de nouveaux équipements. Elles n'entrent tout simplement pas dans le budget pour qu'il soit renfloué afin de soutenir la guerre contre l'Ukraine. Cela signifie que les capacités de la Russie à accroître ses achats et son soutien financier à la guerre sont limitées. Brovdi est devenu l'un des symboles de la transformation technologique des forces armées ukrainiennes. Sous sa direction, un concept a été mis en œuvre où aucun équipement ennemi ne peut approcher les positions ukrainiennes sans être repéré. L'alliance de la reconnaissance aérienne et de la frappe immédiate par drone FPV a radicalement changé la tactique de défense. Ces mêmes forces de systèmes de drones et les unités qui, s'occupent directement de ce domaine, assurent la destruction de l'ennemi, son endiguement, les opérations offensives et de reconnaissance sont aujourd'hui les plus performantes selon toute une série d'indicateurs. L'adversaire n'a pas le temps de s'adapter à temps à l'évolution de notre tactique. Brovdi a commencé son service en tant que volontaire. Il a créé une unité de reconnaissance aérienne qui, d'un simple peloton, est devenue une structure puissante. Depuis 2025, il est nommé commandant des forces de système de drones, devenu l'intelligence numérique de l'armée ukrainienne. Grâce à leur développement, l'Ukraine mène la course mondiale aux technologies de défense, transformant le champ de bataille en un espace de systèmes robotisés. Selon les estimations du président ukrainien, la ligne de front se trouve actuellement pratiquement au même niveau qu'il y a un an. Et c'est très révélateur si l'on considère les graves problèmes de sous-effectif des forces de défense ukrainiennes. C'est-à-dire que ce sont précisément les systèmes de drones sur la ligne de front qui ont permis aux forces de défense ukrainiennes de mener une défense active efficace. De plus, ce sont précisément les systèmes de drones qui ont créé les conditions préalables aux contre-offensives ukrainiennes réussies. Les forces de système de drones ont fait ce qui semblait auparavant impossible. Elles ont totalement éliminé la notion d'arrière-pays sûr pour les occupants. Aujourd'hui, les forces de système de drones assurent non seulement le long de la ligne de contact dans le ciel proche, mais aussi le contrôle de localisation spécifique sur des secteurs du front où se déroulent par les opérations offensives de l'ennemi, mais nous passons au contrôle plus profond de la zone arrière proche. Le contrôle de la logistique ennemie, la destruction de la logistique ennemie. Nous couvrons 50 à 60 km. Nous ne restons pas sur place uniquement le long de la ligne de contact elle-même, sans sortir de la zone de destruction, mais nous avançons bien plus profondément. Même les porte-paroles du Kremlin ne peuvent plus passer la réalité sous silence. Les propagandistes russes admettent de plus en plus l'impuissance de leur armée face à la percée technologique ukrainienne et aux nouvelles tactiques des forces armées ukrainiennes. Choc! Le point de Kiev et Bruxelles va se serrer sur la gorge du Kremlin. Les États-Unis ne sont plus nécessaires. L'Ukraine dirigera un nouveau bloc militaire. Poutine est en panique. Kiev est devenu le bouclier du continent. Pendant que Washington hésite, l'Europe s'unit autour de l'expérience de combat ukrainienne. Qui rejoindra l'Union et comment la nouvelle alliance va-t-elle pulvériser les ambitions russes sans un seul centime américain? Regardez. Dès mai 2025, l'Union européenne a créé un vaste fonds de crédit dans le cadre du programme de défense SAFE, Security Action for Europe. Le volume du fonds est de 150 milliards d'euros. Cet argent est destiné au développement de l'industrie militaire. En Europe, on a déjà compris que l'OTAN ne fonctionne pas et qu'il faut créer sa propre alliance de défense. Et sur ce point, on ne peut pas se passer de l'Ukraine. Nous sommes une fortification pour toute l'Europe. Une alliance qui peut être bien plus forte. Honnêtement, je le pense. C'est une alliance de pays comme la Norvège, l'Ukraine, la Grande-Bretagne, la Turquie. Ce sont 4 pays qui manquent à l'Union européenne. Pourquoi ? Parce que la Turquie et l'Ukraine, c'est une armée plus forte que celle de la Russie. La nouvelle alliance militaire entre l'Ukraine et l'Europe est désormais une question de temps. La guerre en Ukraine, le désir de Trump de quitter l'OTAN et les succès de l'armée ukrainienne sur le front. Tous ces facteurs disent une chose, les pays européens doivent se protéger et sans l'Ukraine, c'est impossible. L'Europe possède un potentiel industriel et un potentiel scientifique incomparable à celui de la Russie. Et si nous prenons l'Union européenne dans son ensemble et les pays qui n'en font pas partie, mais qui font aussi partie de la sphère de sécurité européenne,
l'OTAN et d'autres organisations, c'est-à-dire la Norvège, la Grande-Bretagne, qui ne sont pas dans l'Union européenne, mais sont dans l'OTAN, ou l'Ukraine, qui n'est ni dans l'un ni dans l'autre, mais qui est l'armée de terre la plus forte du continent, il est évident que ce potentiel n'est au moins pas inférieur à celui des Américains. Surtout si nous regardons sur le long terme. D'ici 2030, la Russie prévoit d'augmenter son armée à 2,5 millions de soldats. C'est pourquoi l'Europe doit dès maintenant prendre des mesures pour préserver son indépendance. Même dans le champ de l'information, le Kremlin essaie d'attiser les tensions et de préparer sa population à une guerre encore plus vaste, pas seulement en Ukraine. En tentant de relancer la production militaire, les bureaucrates européens endettent les pays de l'Union et se livrent à un vol pur et simple, espérant ainsi stimuler une économie qui perd de la vitesse. Par la suite, le matériel militaire accumulé, utilisé sans but lors d'exercices et n'entraînant que des dépenses supplémentaires pour leur pays, créera la nécessité de rentabiliser les fonds investis, ce qui, comme on peut s'y attendre, provoquera de nouvelles guerres de conquête. À ce jour, l'Union européenne est d'avis de créer une nouvelle alliance de défense après la fin de la guerre en Ukraine. Cependant, les nouvelles menaces venant de Moscou, disons vers les pays baltes, pourraient accélérer considérablement la prise de conscience des Européens qu'il ne faut pas perdre de temps. En fait, les Européens prennent peu à peu conscience de l'ampleur des problèmes et tentent de comprendre que le simple fait d'attendre que l'Ukraine contienne la Russie au point qu'elle cesse de leur faire la guerre, eh bien, ça n'a pas fonctionné non plus. C'est pourquoi l'Ukraine est désormais nécessaire dans un autre rôle, non plus seulement comme un terrain où l'on peut épuiser la Fédération de Russie, mais aussi comme un allié militaire. Aujourd'hui, l'une des tâches principales de l'Ukraine comme de l'Europe est d'avoir un ciel protégé. Les forces ukrainiennes parviennent à lutter assez efficacement contre les attaques de drones russes. La question de la balistique est différente. Il y a une pénurie catastrophique de missiles pour les systèmes Patriot. Et il semble que l'industrie de défense ukrainienne puisse résoudre ce problème dans un avenir proche. Nous devons créer notre propre système anti-balistique d'ici 1 an. C'est réaliste, très difficile, mais tout dépend des composants. Nous avons déjà pratiquement réglé l'un des composants. C'est la question des radars. Et puis il y a la question des missiles eux-mêmes. Créer une alliance de défense sans les États-Unis résout de nombreux problèmes. L'économie européenne et la technologie militaire ukrainienne garantissent le succès. Une alliance de défense entre les pays européens et l'Ukraine montrera au monde entier qu'il est possible de se défendre avec succès contre l'agression, même sans les États-Unis et le chantage permanent de Trump et de ses successeurs. Le cheval de Troie du Kremlin au Parlement européen. Radev a annulé le cap occidental de la Bulgarie et prépare un accord avec Moscou. Le virage géopolitique de Sofia. Les élections anticipées se sont soldées par un choc pour Bruxelles. Sofia est-elle en train de devenir une seconde Hongrie et s'apprête-t-elle à bloquer les sanctions et l'aide aux forces ukrainiennes? Regardez. La paix européenne est à nouveau confrontée à un défi interne. La Bulgarie se tourne définitivement vers Moscou. Il existe une réelle possibilité de former une coalition qui ne sera certainement pas pro-ukrainienne. Aux élections législatives, la victoire a été remportée par la force politique Bulgarie progressive, liée à Roumen Radev, un politicien qui critique la politique de l'Union européenne et prône le rétablissement du dialogue avec la Fédération de Russie. L'Europe n'a pas sa propre vision pour mettre fin à la guerre en Ukraine et instaurer la paix, et elle continue d'investir dans une cause perdue avec un espoir utopique. Roumen Radev, chef du parti Bulgarie progressive. Et bien que Sofia ne renonce pas formellement à son cap européen, les priorités commencent à changer. Il ne s'agit plus d'un soutien inconditionnel aux alliés, mais d'un soi-disant pragmatisme qui, dans les conditions actuelles, signifie de plus en plus une tentative d'équilibre entre l'Union européenne et le Kremlin. Le nouveau gouvernement bulgare suivra-t-il le modèle d'Orban? Évidemment non, mais là encore, cela peut sans aucun doute créer certains désagréments. Selon les experts, Sofia ne bloquera pas ouvertement les décisions clés de l'Union européenne. Cependant, on ne peut plus qualifier ce pouvoir de pro-ukrainien. Dès lors, tout accord, des sanctions à l'aide financière, risque d'être plus complexe, plus long et politiquement plus pénible.
cela peut clairement nous créer des ennuis financiers, clairement nous créer des histoires politiques. Certaines choses, comme les sanctions, seront plus dures à négocier. Il est peu probable que les Bulgares fassent capoter l'accord sur ce prêt dont nous avons tant besoin. Les Bulgares pourraient aussi, via les actions du nouveau gouvernement, nous poser des problèmes concernant les communautés nationales. Un autre aspect, bien plus sensible, est l'industrie de la défense. La Bulgarie reste l'un des principaux fournisseurs de munitions de calibre soviétique, crucial pour l'armée ukrainienne. Selon les politiciens européens, tout ralentissement ou révision des livraisons de Sofia affectera inévitablement toute la chaîne d'approvisionnement, créant une pénurie et ralentissant le soutien sur le front. Le complexe militaro-industriel bulgare est aujourd'hui largement tourné vers l'Ukraine. Il est saturé de commandes pour l'Ukraine et je pense que personne ne les annulera car la Bulgarie est un pays qui dépend énormément, plus encore que la Hongrie, des fonds de l'Union européenne. Et jouer à ces jeux maintenant, eh bien, ce serait se tirer une balle dans le pied dès le début de ce nouveau cycle politique. De plus, c'est précisément la guerre en Ukraine qui a favorisé la croissance de l'économie bulgare. Un paradoxe que Sofia comprend parfaitement, même s'ils ne sont pas prêts à l'admettre tout haut. Ainsi, la politique réelle du nouveau gouvernement sera probablement dictée non par de grandes déclarations, mais par un calcul pragmatique entre rhétorique interne et obligations externes. La Russie profitera de la victoire de Radev, c'est certain. Elle exploitera cet aspect au maximum. Il devra jongler entre l'électorat qui s'oppose à cette corruption et son propre électorat qui est pro-russe. C'est donc bien sûr un hybride électoral assez complexe pour lui. Difficile de dire comment ils vont maintenir l'équilibre, surtout en ce qui concerne cette politique étrangère. Le défi majeur aujourd'hui pour l'Ukraine et l'Union européenne n'est pas tant l'émergence d'un nouvel allié déclaré du Kremlin, mais l'effritement progressif de l'unité, où chaque opposition individuelle affaiblit la position commune et rend le chemin vers les décisions plus longs et plus complexes. Dans l'agonie du Kremlin, Poutine manque d'hommes, les ressources de mobilisation de la Russie sont épuisées, il n'y a plus de chair à canon. Une grande pénurie de main-d'œuvre commence en Russie. C'est la fin de la machine de mort de Poutine. La mobilisation déguisée a lamentablement échoué. Qui se battra pour Poutine demain? Regardez. Le rythme de recrutement dans l'armée russe ralentit. Si il y a un an, environ 1200 personnes signaient un contrat chaque jour, aujourd'hui, c'est environ 1000. La différence semble minime, mais les experts disent que c'est une tendance systémique prouvant l'essentiel. La ressource qui soutient la guerre s'épuise peu à peu. L'analyste Vadim Denisenko affirme « Il y a moins de kamikazes et ça va empirer ». Sur le front, les forces de défense ukrainiennes, dont le potentiel militaire reste absolument incomparable à celui de l'armée d'occupation russe, misent principalement dans le cadre de leur opération de défense stratégique sur l'élimination des troupes ennemies. L'idée principale ici, c'est que si jamais le nombre total d'occupants russes qui sont éliminés sur le champ de bataille dépasse, d'une manière ou d'une autre, la capacité réelle de la machine de mobilisation russe à compenser ces pertes humaines, à la fois les pertes actuelles, et aussi à constituer, à organiser et à former des réserves stratégiques supplémentaires pour l'armée, alors, dans ce cas précis, le potentiel offensif de l'armée ennemie, c'est-à-dire l'armée russe, finira par s'effondrer complètement, inévitablement, à un moment donné. En conséquence, le Kremlin tente d'agir avec plus de prudence. Depuis environ 6 mois, la Russie teste ce qu'on appelle la mobilisation cachée. Les gens sont de fait contraints de signer des contrats sans annonce officielle de mobilisation. Mais ce mécanisme aussi montre des failles. Les raisons ne sont pas encore évidentes. Soit le processus n'est pas pleinement lancé, soit les Russes eux-mêmes sont de moins en moins prêts à faire la guerre et à mourir. Une mobilisation totale n'est pas encore annoncée en Russie. Et la raison n'est pas seulement militaire, mais aussi politique. Ces 2 dernières années, le recrutement des forces armées russes s'est fait principalement, voire essentiellement, par le biais d'une armée de métier. Aux différentes régions, notamment aux régions russes, on imposait systématiquement des quotas de recrutement, et par tous les moyens, ils forçaient, parfois de façon insistante, les citoyens russes à signer des contrats avec l'armée russe. Face au mécontentement général des Russes,
il y a un risque que l'indignation grandisse dans le pays. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky déclare que la restriction des réseaux sociaux en Russie vise précisément à empêcher les émeutes. Le plan, une grande mobilisation et une offensive. C'est la mobilisation de personnes des grandes villes, y compris Moscou et Saint-Pétersbourg. Parmi les scénarios possibles, une nouvelle offensive majeure contre l'Ukraine ou une pression sur d'autres fronts, notamment les pays baltes. Cependant, une autre question se pose ici, la réaction de l'OTAN. Je pense que peut-être tous les pays ne voudraient pas apporter leur soutien, mais à mon avis, les pays de l'OTAN n'auront pas d'autre issue. Sinon, l'OTAN n'existera plus. Ils devront s'unir et répondre à ce que Poutine pourrait potentiellement faire, sinon ils n'auront tout simplement plus d'alliance. Mais le problème clé de la Russie reste inchangé, le manque d'hommes. Si la situation ne change pas d'ici la fin des prochains mois, le Kremlin sera face à un choix, soit lancer une nouvelle vague de mobilisation, sans doute après les élections à la Douma, soit passer à une guerre de position prolongée. Ces deux options sont loin de la victoire rapide sur laquelle comptait Moscou. C'est-à-dire que le recrutement est de 30 000, les pertes 35 000, soit moins 5 000 par mois. C'est ce déficit même qui empêche de combler le manque d'effectifs actuel. L'un des principaux paris de la Russie devient évident, la ressource humaine est en train de faillir et cela pourrait être un facteur décisif pour la suite de la guerre. C'est tout. Retrouvez d'autres nouvelles brûlantes du front dans notre prochain numéro.